C'est bon. On parle, je parle dans ce micro qui fait pas de son, mais qui enregistre le son en fait, puisque comme vous le savez, on fait des rediffusions ensuite sur notre chaîne YouTube. Donc bienvenue à tous pour cette conférence de rentrée de la Société d'Histoire des Français de Chine. Avant de commencer, on va donner la parole à ceux qui nous accueillent, Monsieur Philippe Snell du cabinet Dao, que nous remercions encore et encore et encore, parce que ça fait quoi? Ça fait maintenant 5 ans, je crois. Peut-être la 6e année, je sais plus. 2021, 2020, ouais, bon, quelque chose comme ça. Et à chaque fois, à la rentrée, on le fait ici. Et je tenais qu'on le fasse encore une fois ici. Donc merci encore et à toi la parole. Merci David. C'est une belle tradition en effet. On se le rappelait avec David, on a fait la première conférence ici effectivement et la salle était bien pleine. Non pas que ce soir nous ne sommes pas contents de vous accueillir, mais la salle était vraiment bien pleine pour une conférence sur Tintin qui avait beaucoup plu et je suis très heureux à chaque année de pouvoir vous accueillir. David et l'association. Je pense que je le dis chaque fois, mais c'est vrai, il est important de se rappeler du rôle nous avons joué, que les étrangers ont pu jouer dans cette ville à une certaine époque, sans avoir aucune fierté mal placée ou autre, mais simplement c'est intéressant de se rappeler qu'on ne sommes pas les premiers entre guillemets expatriés à vivre dans cette ville et que ce que nous vivons, certains autres en tout cas l'ont vécu avant nous. Et je remercie à ce titre la société de garder ce souvenir et puis surtout de nous informer, de nourrir notre curiosité et je félicite David et son équipe pour ce magnifique dynamisme qu'il montre à maintenir cette société en vie et la faire grandir et grandir. Voilà, bonne conférence à vous et heureux de partager tout à l'heure peut-être encore un mot avec l'un et l'autre. Merci. Alors, on va, après avoir remercié Dao, on va remercier Mouton Cadet. Donc Silver est pas là, mais vous vous souvenez, pour ceux qui sont venus à l'Assemblée Générale, nous avions un stock d'alcool assez conséquent et il va nous servir encore pour le reste de l'année. Donc Mouton Cadet est sponsor officiel pour l'année qui vient. Donc on remercie Silver encore une fois, j'ai envie de dire, parce que c'est pas aussi c'est en effet pas la première année non plus. Ensuite, second sujet. On a encore des remerciements à faire. Si vous avez remarqué, c'est pas vraiment un nouveau logo. C'est pas vraiment un ancien logo non plus. C'est quelque chose, vous connaissez la bannière, vous connaissez notre logo. On l'a simplifié et on a des amis qui nous ont aidés à le simplifier. Alors c'est toujours le même dragon que vous connaissez à la chinoise et puis toujours le même nom, mais c'est un petit peu plus lisible, on va dire. Et dans ce cadre-là, on remercie Bureau Béatrice, en particulier Benjamin, mais il y a Claire qui représente Benjamin aujourd'hui. Mais voilà, grâce à vous, on a un logo qui est un petit peu plus joli, un petit peu plus lisible. J'ai pas envie de dire joli, mais un peu plus lisible qu'avant. Et on l'a déjà mis en fait sur tous les supports que nous utilisons. Et c'est la première fois qu'on l'utilise en présentiel, aujourd'hui à Shanghai. Bon. Ça va pas, t'es pas content? Non, le problème c'est que s'il était que rouge, ça faisait un peu trop. Ah bah d'accord. Bon, on est chez des Belges, c'est bien de le rappeler. Mais ok. Alors, pour lancer la conférence, il faut pas être trop long non plus. Vous connaissez tous les personnes qui sont volontaires. N'oubliez pas qu'on est des bénévoles, des volontaires. Jusqu'à peu, l'organisateur des conférences était Gauthier, que vous connaissez probablement tous dans cette salle. Gauthier est parti à Hangzhou, donc c'est quand même un peu compliqué, mais on a récupéré quelqu'un de Suzhou. Donc on a eu un volontaire qui s'est porté volontaire de Chongsu qui est là, et je lui ai dit mais la meilleure façon de savoir si tu peux devenir responsable des conférences, c'est de donner une conférence. Donc vous allez voir, vous allez découvrir Chongsu aujourd'hui, qui nous vient donc de Suzhou, et donc je vais faire maintenant l'introduction pour introduire le sujet de ce soir, qui est un joli sujet parce qu'on aborde en réalité assez peu le XVIIIe siècle. Souvent on parle beaucoup plus 19e, 20e, et donc pour une fois on va sortir un peu de cette époque proche et aller un petit peu plus loin
à l'époque de l'Ancien Régime, comme on dit. Donc, nous avons l'honneur de recevoir Chong-Su, docteur en histoire, diplômé de Sciences Po Paris. Tu peux venir. Depuis mai 2021, tu es junior professeur distingué en histoire urbaine à l'université de Suzhou. Oui. Tu me corriges si je me trompe, où tu enseignes et mènes tes recherches. Tes travaux portent sur l'histoire urbaine globale et sur l'histoire comparée des empires, en particulier la présence française et britannique dans les villes portuaires d'Asie orientale et d'Asie du Sud-Est. Ta thèse était consacrée à l'administration impériale de la concession française de Shanghai, donc de 1849 au lendemain de la Première Guerre mondiale, et elle a permis d'éclairer un aspect encore peu exploré de l'histoire moderne de la Chine, et met en lumière la circulation des savoirs et des techniques de gouvernement entre empire européen et État chinois. C'est bien résumé, non ? Oui, c'est bien. Merci. Voilà, dans la continuité de cette recherche, maintenant tu travailles sur 2 projets, tu me corriges si je me trompe, l'un consacré aux représentations des villes du Jiangnan moderne, exactement, et l'autre aux formes du nationalisme chinois dans les villes portuaires asiatiques de la Deuxième Guerre mondiale à la guerre froide. Voilà. Et, tu es également chercheur au centre de recherche sur l'urbanisation à la chinoise de l'université Suzhou et pilote la création du centre d'histoire urbaine globale de cette même université. Ça va. C'est donc, vous avez vu, un sacré bagage, un spécialiste de tout premier plan, francophone, Sciences Po Paris. J'ai vu que tu avais au jury de ta thèse des gens comme Xavier Paulès. Oui, Paulès, c'est ça. Exactement, des gens qu'on apprécie bien. Et mon directeur, co-directeur, c'est Christian Henriot. Oui. Exactement, Christian Henriot, qui, pour ceux de qui Shanghai. connaissent, c'est la référence sur l'histoire de Shanghai. Alors, la conférence de ce soir, elle est intitulée Charles de Constant. Tu vas nous en dire plus. À Canton et Macao, un négociant européen face au monde chinois au XVIIIe siècle. Donc ça va nous transporter dans la Chine des dernières années de l'Ancien Régime européen. Le personnage est suisse, il n'est pas français, mais il est suisse. Charles de Constant, qui séjourne à Canton, j'ai noté, entre 1779 et 1793. Oui, c'est ça. Comme jeune négociant. Et au fil de ces années, il va rédiger des notes, des lettres, il va décrire ses expériences du monde chinois et puis ses réflexions, comme on le faisait à l'époque, sur les arts, le savoir et les échanges intellectuels. Donc tu vas replacer ce témoignage dans le contexte plus large des circulations intellectuelles, politiques, culturelles à l'époque, entre l'Europe des Lumières et la Chine de la fin du XVIIIe siècle, pour nous faire découvrir, sous un jour nouveau, les regards croisés entre marchands européens et société chinoise. Société chinoise. Voilà. Donc merci d'accueillir chaleureusement Chong-Su, qui est notre intervenant ce soir, mais vous l'avez compris, c'est aussi notre nouveau responsable conférence. Merci. Merci pour cette introduction. Oui, je suis très heureux d'être invité pour donner une conférence pour la rentrée scolaire de cette année. Et aujourd'hui, je vous propose de voyager avec moi 2 siècles en arrière. Oui. Ça n'est pas le sujet de mon travail. J'ai traduit un ouvrage qui se concentre sur les archives de Charles de Constant. Oui, c'est un négociant suisse qui a effectué 3 longs séjours en Chine au XVIIIe siècle, oui, au règne de l'empereur de Qianlong. Oui, c'est ça. Du coup, je vous propose de voyager avec moi 2 siècles en arrière à la rencontre d'un homme dont le nom ne vous est peut-être pas familier, mais dont l'expérience nous prolonge au cœur des relations complexes entre l'Europe et la Chine au XVIIIe siècle. Cet homme s'appelle Charles de Constant. Si son nom évoque chez vous quelque chose, c'est normal. Il appartient à une famille illustre de l'époque des Lumières. Celle du fameux Benjamin Constant, écrivain et homme politique très connu en Europe à l'époque des Lumières, mais lorsque sa parenté brillait dans les salons littéraires et les cénacles intellectuels d'Europe. Le destin de Charles de Constant s'écrit à des milliers de kilomètres de là, non pas dans les capitales européennes, mais dans les comptoirs surchauffés de Canton, oui, et dans l'atmosphère cosmopolite, mais très encadrée de Macao. Oui, qui est-il exactement Qui est-il exactement? Ni diplomate, ni missionnaire, ni philosophe voyageur. C'est un négociant.
un homme de terrain très jeune, à l'époque très jeune et poussé par des besoins financiers familiaux. Oui, il entre dans la carrière commerciale entre 1779 et 1793, effectue 3 longs séjours en Chine. Son lieu de travail, c'est le fameux quai des 13 ponts à Canton. Mais en chinois, c'est Guangzhou 13 Oui, c'est ça. C'est ce minuscule quartier réservé aux marchands étrangers où l'on vivait dans une enclave surveillée et régulée par les autorités chinoises et monde à la fois ouvert aux échanges et clos sur lui-même. Oui. Mais réduire Charles de Constant à un simple marchand serait passé à côté de l'essentiel. C'est aussi un observateur passionné et méthodique. Pendant ses années en Chine, il écrit, note, consigne et commente. Le résultat, c'est un fonds d'archives personnelles monumental. Environ 15 000 pages, dont plus de 2 000 pages uniquement consacrées à la Chine. On y trouve des journaux de voyage, des lettres à sa famille, des rapports commerciaux extrêmement précis, mais aussi des descriptions ethnographiques, mœurs, justice, administration, cérémonie de la Chine de l'époque, et même des tentatives de synthèse, de véritables esquisses d'ouvrages sur la société chinoise. Cette double posture, praticien du commerce et analyste attentif en même temps, fait de lui une figure rare. Contrairement à beaucoup de ses contemporains, il s'intéresse moins au salon de l'Europe éclairé qu'à la réalité quotidienne de la Chine, avec une curiosité presque obsessionnelle. Oui, pourquoi me direz-vous se pencher aujourd'hui sur ses écrits? Je vous propose 3 raisons. Premièrement, la nature de son témoignage. La plupart des sources européennes sur la Chine au XVIIIe siècle viennent de missionnaires ou de diplomates. Charles de Constant, lui, parle en homme d'affaires. Il décrit les contrats, les négociations, les pots de vin et les obstacles administratifs. La vie concrète des étrangers confinés à Canton, c'est une vision par le bas, pratiquement qui complète les récits plus idéalisés ou plus officiels. Deuxièmement, le moment historique. Il arrive à la fin du règne de Qianlong, oui, c'est à la fin du XVIIIe siècle, un moment que l'on pourrait appeler le crépuscule des Lumières. Il débarque en Chine avec en tête des images véhiculées par des grands auteurs des Lumières, comme Voltaire ou l'abbé Raynal. La Chine est un empire harmonieux, un modèle de sagesse politique. Très vite, il se rend compte que la réalité est plus nuancée et parfois décevante. Ces notes deviennent alors le journal d'une désillusion intellectuelle, la confrontation entre le mythe européen et les faits observés en Chine. Et il n'hésite pas à contredire ouvertement les grands auteurs de son époque, y compris ce que sa propre famille admirait. Et troisièmement, la richesse de ses sources. De Constant, on ne se contente pas de ce qu'il voit, il discute avec des informateurs très variés. Un jésuite de la cour impériale de Pékin, le père de Gramont, un missionnaire rescapé des prisons du Sichuan, Monseigneur de Saint-Martin, qui lui prose un tableau bien plus sombre de la Chine provinciale, ou encore des marchands asiatiques et européens de passage. Cette diversité lui permet de construire une vision équilibrée, loin des clichés. Oui, alors, pourquoi tout cela nous parle-t-il encore aujourd'hui? Parce que Charles de Constant est un témoin précoce de ce que nous appelons désormais la mondialisation. Son expérience met en lumière les difficultés profondes de l'intercompréhension culturelle.
oui, différences de codes, de valeurs, d'intérêts économiques, les malentendus protocolaires, isolement imposés aux étrangers, les tensions commerciales qu'il décrit sont les prémices d'une longue histoire de méfiance culturelle, de méfiance mutuelle entre la Chine et l'Occident. Et en étudiant ces écrits, on touche à la racine de cette complexité. On voit comment, dès le XVIIIe siècle, se mettaient en place les dynamiques qui encore aujourd'hui influencent les relations internationales. En somme, Charles de Constant n'est pas qu'un nom dans un inventaire d'archives. C'est une voix, un regard, celui d'un Européen plongé dans une Chine en transition. Par la précision de ses observations et l'ampleur de sa documentation, il nous permet de comprendre à la fois la fin d'un monde ancien et les débuts difficiles d'un monde globalisé. C'est cette aventure humaine et intellectuelle que je vous invite à suivre ensemble au fil de cet exposé. Alors, mesdames, messieurs, après avoir esquissé le portrait de Charles de Constant, je vous propose maintenant d'entrer dans le vif du sujet. Qui était-il vraiment et comment le savons-nous? La réponse tient dans un trésor exceptionnel, ses archives personnelles. Ces papiers, près de 27 000 pages manuscrites, ont dormi pendant un siècle à la bibliothèque de Genève, dans ce qu'on appelle le fonds famille Constant. Imaginez-vous 3 mètres de rayonnement rempli de journaux, de correspondances, de fragments autobiographiques. Et attention, oui, ce n'est pas un amas désordonné. Non, Charles, aidé de sa sœur Rosalie, a pris soin dans ces dernières années de classer et organiser ces documents avec l'idée claire de transmettre une mémoire à la fois familiale et historique. Ce fonds est redécouvert dans les années 1960. Lorsque les bibliothécaires entreprennent un inventaire détaillé, et là, on mesure sa richesse. Non seulement il éclaire les séjours de Charles de Constant en Chine, mais il recompose tout un réseau intellectuel européen. On y croise les Pictets, les Galantins, les Saussure et même des figures comme Madame de Staël, Chateaubriand ou Sismondi. C'est une véritable cartographie des élites, des Lumières. Mais au cœur de ce fond, une chose frappe. Charles de Constant domine tout. Ses propres écrits représentent plus de la moitié des documents. C'est lui qui a façonné cette mémoire, lui a donné, a transmis la malle à Genève avec consigne de ne pas l'ouvrir avant 1860. Autrement dit, c'est un legs volontaire, oui, pensé pour la postérité. Oui, quand on ouvre ces papiers, on n'entre pas seulement dans l'intimité d'une famille genevoise, mais dans l'univers mental d'un homme obsédé par la Chine et par son expérience unique. Et ces papiers ne sont pas restés lettres mortes. Ils ont été publiés et nous pouvons aujourd'hui, entendre directement la voix de Charles de Constant. Oui, 3 ouvrages sont essentiels. Le premier, c'est les mémoires de Charles de Constant et sur le commerce à la Chine, publié en 1964 par Louis Derminier, met en valeur ses observations économiques sur la Chine du XVIIIe siècle. Et le deuxième, c'est la Chine au déclin des Lumières, édité par Marie Sébillet de Vienne et publié en 2004. Oui, je traduis cet ouvrage. Cet ouvrage offre une analyse plus large, replaçant son expérience dans le contexte intellectuel de son époque. Et enfin, le troisième, publié plus avant, plus court mais précieux, est le récit de 3 voyages à la Chine de 1779 à 1789.
13, édité par Philippe de Varca, qui contient des passages absents des deux autres. Ce qu'il faut retenir, mesdames et messieurs, c'est que ces textes ne sont pas seulement des confessions intimes. Oui, Constant avait aussi l'ambition de rédiger un guide pratique du commerce à Canton. Ses mémoires mêlent donc réflexions personnelles, récits de voyage et manuels de négociants. Et voilà, c'est pourquoi ces archives sont si précieuses. Elles révèlent à la fois l'homme et le praticien du commerce, l'observateur sensible et l'analyse méthodique. Et grâce à elles, nous pouvons suivre son parcours presque pas à pas et comprendre non seulement sa trajectoire individuelle, mais aussi la réalité des échanges entre l'Europe et la Chine à la fin du XVIIIe siècle. Alors, qui est ce Charles? Pour le comprendre, revenons à ses origines familiales. Les Constants sont issus de la vieille noblesse des Flandres françaises, une lignée qui remonte aux croisades. Mais comme beaucoup d'autres familles, ils basculent dans la réforme. Au XVIe siècle, ce choix religieux bouleverse leur temps. Persécutés, ils quittent la France et se réfugient à Genève, puis à Lausanne. Ils s'intègrent alors dans l'oligarchie patricienne et marchande de la cité. Oui, c'est une famille à double vocation. Le commerce et les armes. Oui, pendant plusieurs générations, les Constants oscillent entre ces deux mondes. Le grand-père Samuel Ier de Constant, c'est un général des armées des Pays-Bas, mais il épouse Rose de Saussure, issue d'une ligne marquée par le coup des lettres et des sciences. Oui, déjà nous voyons ce mélange, l'épée, la plume, le commerce et la culture. Oui. Alors, son père s'appelle Samuel de Constant, suit d'abord la voie militaire, mais pour des raisons de santé, il abandonne l'armée à 28 ans, il revient à Genève, vit de ses rentes et se consacre toute sa vie à l'écriture. Il épouse Charlotte Pictet, une héritière issue d'une famille très liée au milieu intellectuel. Son oncle est l'éditeur principal de Voltaire. Autrement dit, Charles naît dans une famille où circulent à la fois les capitaux, les épées et les manuscrits. De ce mariage naissent 4 enfants. Rosalie, Lisette, Juste et enfin Charles de Constant, le Benjamin, né le 3 octobre 1962. Mais son enfance est marquée très tôt par le drame. Sa mère meurt alors qu'il n'a que 4 ans. Les enfants sont confiés à leur grand-mère, puis petit à petit envoyés en pension. Juste et Charles sont ballottés d'institution en institution. Lausanne, chez un ancien jésuite défroqué, puis un pensionnat protestant dans les Grisons en Suisse. On y remarque déjà chez Charles une grande vivacité d'esprit, mais aussi une turbulence qui inquiète. À Genève, la famille recomposée essayait tant bien que mal de s'occuper des enfants, mais Charles, toujours agité, est envoyé dans un internat, puis à 13 ans et demi en Angleterre, au collège de Fort Tree Hill, près de Londres. C'est une décision stratégique de la famille, car à cette époque, l'Angleterre domine le commerce mondial et dans une famille dont les finances commencent à vaciller. Il fallait donner à Charles une formation utile. Pourquoi ce choix? Parce que les Constants
connaissent alors de graves difficultés financières. Le père Samuel II a mal géré des biens familiaux. Le résultat est impossible pour Charles de Constant de suivre la carrière militaire prestigieuse, mais peu rémunératrice de son frère Juste. Non, pour Charles, il fallait un métier rentable dans la finance ou le négoce. Ces 2 années passées en Angleterre lui donnent déjà une base. Il apprend l'anglais, les mathématiques appliquées au commerce, mais qu'il cherche un emploi en 1778, il n'a que 15 ans et demi, trop jeune, trop faible, il n'inspire pas confiance. Pendant 4 mois, il essuie revue sur revue. Imaginez-vous ce garçon timide, encore adolescent, frappant aux portes des compagnies maritimes de Londres, sans succès. La solution vient de son réseau familial. Son oncle, installé en Hollande, parvient à lui obtenir une place dans une petite société maritime, la 2e compagnie d'Ostende. Ce n'est pas la prestigieuse compagnie anglaise des Indes orientales, ni la VOC hollandaise. C'est une compagnie secondaire, marginale, qui essayait de se faire une place dans les interstices du grand commerce asiatique. Autrement dit, beaucoup de risques, peu de garanties. Oui, Charles signe son contrat en septembre 1778 à Anvers. Il doit rejoindre son navire, le prince de Konitz, à Lorient. Avant l'embarquement, il fait un dernier tour d'Europe, Genève, où il revoit sa famille, puis à Paris, où il rend visite son oncle, David de Constant d'Hermanche. Et là, mesdames, messieurs, c'est des moments très difficiles pour Charles de Constant. À Paris, à 16 ans, Charles de Constant découvre les salons, les théâtres, l'opéra. Il est grisé par l'effervescence intellectuelle. Il se procure des livres chinois écrits par l'abbé Raynal, le père du Halde. Oui, il se prend à rêver. Plus qu'un projet professionnel, c'est une aventure exotique qui l'attire. Il commence alors à tenir un journal, une habitude qu'il gardera toute sa vie. Oui, ça c'est la base de ces archives. Fin novembre 1778, il arrive enfin à Lorient et il a retour brutal à la réalité. Le jeune Charles n'est absolument pas préparé. Aucun membre de sa famille n'a jamais pris la mer. Il n'a que des vêtements de ville. Le capitaine des musées doit lui faire confectionner en urgence une garde-robe adaptée. Psychologiquement, il est encore un enfant. À 16 ans, presque à 16 ans, il manque de se noyer dans le port, mais accidentellement, le feu, son logement, la vieille du départ. Oui, et pourtant, c'est ce garçon maladroit, rêveur, encore adolescent, qui embarque à la fin de février 1779. Il quitte l'Europe, non pas comme un négociant acquéri, mais comme un jeune homme emporté par les nécessités familiales, les ambitions de ses proches et l'attrait de l'aventure. Oui, c'est précisément cette immaturité, cette fraîcheur de regard qui feront de lui un témoin unique, parce que tout ce qu'il va vivre à Canton, il l'écrit sans filtre, avec la candeur, mais aussi la précision d'un observateur en apprentissage. Oui, et c'est ce qui donne à ses écrits une valeur inestimable. Il mêle le récit d'une jeune bouleversée par l'exil, les réalités économiques du commerce maritime. C'est une curiosité insatiable pour un monde radicalement différent. Voilà donc, mesdames, messieurs, comment Charles de Constant, enfant d'une illustre famille genevoise, s'est retrouvé propulsé
aux confins du monde, dans la Chine fermée de la fin du XVIIIe siècle. Un départ à la fois contraint et rêvé qui marquera toute sa vie, qui nous permet aujourd'hui de comprendre ses écrits comme le témoignage d'une expérience humaine hors du commun. Ouais. Oui, mesdames, messieurs, après avoir suivi ensemble la trajectoire de Charles de Constant, oui, il est temps de prendre un peu de recul, de replacer son histoire dans le décor plus large qui a rendu possible son expérience. Avant l'ouverture de Shanghai au XIXe siècle, il n'y avait qu'une seule porte maritime permettant à l'Occident d'entrer en Chine, Canton. À partir de 1757, l'empereur Qianlong impose la fameuse politique du port unique. Désormais, tous les échanges commerciaux entre l'Europe et la Chine sont canalisés dans ce port du Sud, loin de Pékin. Pourquoi ce choix? Tout simplement pour contrôler. En concentrant les étrangers à un seul endroit, l'administration Qing, l'administration de la Chine pouvait surveiller plus facilement des étrangers venus d'outre-mer, collecter les taxes, limiter les risques de désordre. Et Canton avait déjà une longue histoire de commerce maritime et sa localisation en marge de l'empire de la Chine en faisant un pas de sécurité. Ce système a façonné le quotidien de milliers de marins et de négociants, dont Charles de Constant. Il ne faut pas oublier le rôle complémentaire de Macao, colonie portugaise voisine qui servait d'antichambre. Oui, indispensable. C'est là que l'on passait l'hiver, que l'on reprenait une vie sociale, que l'on préparait la saison suivante. Canton et Macao, à cette époque, formaient ainsi un couple indissociable, oui, à la fois porte d'entrée et salle d'attente, qui allait conditionner toute l'expérience occidentale en Chine au XVIIIe siècle. Oui, pour se représenter la vie d'un Européen, à Canton, il faut imaginer un espace minuscule, quelques centaines de mètres le long du fleuve, le fameux quai des 13 compagnies. C'est là que Charles de Constant a vécu. Oui, et disons-le franchement, ce n'était pas un quartier libre, mais une véritable prison dorée pour les Européens de cette époque. Les navires étrangers n'avaient pas le droit de remonter jusqu'à la ville. Ils jetaient l'ancre en aval à Huangpu, à la rivière de Huangpu, et y restaient immobilisés toute la saison commerciale, de juin à janvier. Oui. Et les marchands, eux, pouvaient monter à Canton, mais uniquement pour résider dans cette enclave surveillée par les autorités chinoises, et pas possible d'entrer dans la ville fortifiée, d'apprendre la langue chinoise et de se marier avec des Chinoises, ou encore moins de faire venir leur épouse européenne. Les femmes à l'époque étaient strictement interdites et le commerce passait obligatoirement par une corporation de marchands accrés. Le Conghong, mais en chinois c'est Hangshang, je pense. Oui. Ce petit groupe de négociants chinois avait le monopole. Il fixait les prix, organisait la logistique et garantissait la bonne conduite des étrangers. Cela assurait une stabilité, mais aussi une dépendance totale. Les Européens se retrouvaient prisonniers de ce système, confrontés à une corruption endémique, à des négociations interminables où les gâteaux et les pots de vin étaient monnaie courante. La vie sociale dans ce contexte était réduite à un cercle fermé d'expatriés. On tuait le temps par des banquets interminables, des beuveries, parfois des querelles. De Constant, dans ses écrits,
en parle avec une certaine amertume, l'ennui, la promiscuité, la frustration. Pour un jeune homme de 16 ans, nourri d'idéaux et de rêves d'aventure, ce quotidien pouvait très vite devenir étouffant. Face à ce carcan, Macao offrait un contraste saisissant. Colonisée par les Portugais dès le XVIe siècle, cette petite enclave était tolérée par l'Empire chinois et elle jouait un rôle clé dans le dispositif. Tous les navires étrangers devaient y faire escale, prendre un pilote chinois avant de remonter la rivière des Perles. Mais surtout, Macao devenait, à la fin de chaque saison commerciale, le refuge obligé de tous les étrangers. En janvier ou février, ils devaient quitter Canton et aller passer l'hiver dans cette petite ville. Et là, l'atmosphère changeait du tout au tout. Liberté de mouvement, possibilité de rencontrer des familles, de fréquenter des femmes, épouses, maîtresses ou compagnes métisses. Pour des hommes isolés depuis des mois, Macao était une véritable soupape psychologique. On y retrouvait une vie sociale plus normale, on y respirait. Pour Charles de Constant, aussi, Macao fut un espace de réconfort, un lieu où il connut des amitiés, des liaisons sentimentales qui l'aidèrent à supporter la rigueur de Canton. En ce sens, Macao n'était pas seulement une dépendance logistique, mais un centre d'information, de sociabilité et de préparation pour la saison suivante. Sans Macao, le système de Canton aurait probablement été intenable pour les Européens. Et maintenant, plaçons-nous du point de vue intellectuel. Quelle image de la Chine circulait en Europe au XVIIIe siècle? Pour les philosophes des Lumières, comme Voltaire, l'abbé Raynal, la Chine était une utopie. Et Voltaire, l'abbé Raynal et d'autres encore vantaient un empire gouverné par des lettrés, choisis au mérite, respectueux de l'agriculture, tolérant en matière religieuse, discipliné par une morale confucienne. Bref, l'inverse de la monarchie absolue française. La Chine devenait un miroir critique, un modèle rêvé. Et c'est avec ces idées en tête que Charles de Constant embarque en 1779 à 16 ans. Dans ses bagages, il emporte les ouvrages de Raynal, du père du Hald. Il part animé par ce rêve chinois, curieux de vérifier par lui-même ce modèle idéalisé. C'est la désillusion est immédiate. À Canton, il découvre un monde clos, verrouillé, où les contacts avec la société chinoise sont réduits au strict minimum. L'administration des mandarins lui apparaît corrompue, la justice cruelle, arbitraire. L'affaire du Lady Hugues en 1684, je vais la parler et après. Lorsqu'un canonnier britannique est exécuté pour un tir accidental, illustre à ses yeux la précarité de la condition occidentale. La société harmonieuse vantée par Voltaire lui observe la misère, les vols, une dureté sociale qui l'étonne. Le Chinois qu'il côtoyait n'est pas le sage confucien, mais un négociant habile, parfois rhétor, mu par le seul profit. De Constant n'est pas seul dans sa désillusion, mais il est rare par la précision et la méthode avec lesquelles il la documente. Il confronte les témoignages, compare les discours, il écoute le père de Cramont, jésuite, encore optimiste, mais aussi Monseigneur de Saint-Martin, missionnaire rescapé
des prisons du Sichuan qui lui livre un tableau beaucoup plus sombre. Oui, c'est là, mesdames, messieurs, que réside toute la force de son témoignage dans cette confrontation directe entre le mythe européen et la réalité chinoise, non pas pour tomber dans une hostilité aveugle, mais pour développer une vision plus nuancée, plus critique et qui refuse les illusions faciles. Ainsi, le système Canton-Macao n'a pas seulement structuré le commerce, il a été le théâtre d'un choc intellectuel majeur. Les Européens y ont mesuré l'écart entre les fantasmes philosophiques et la réalité d'un empire puissant, sûr de lui, mais profondément différent. Pour Charles de Constant, ce fut l'expérience fondatrice. Partir avec un rêve, se heurter à la dureté du réel, et de cette désillusion tirer un témoignage unique qui nous permet encore aujourd'hui de comprendre l'ambiguïté des relations sino-européennes. Oui, mesdames, messieurs, après avoir vu le décor imposé, le décor imposant du système de Canton et le rôle de Macao, entrons dans le cœur de l'expérience de Charles de Constant. Comment faisait-il concrètement des affaires en Chine? Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le commerce sino-européen n'était pas une simple histoire d'acheter et de vendre. C'était un jeu d'équilibre délicat, où la confiance était rare, où chaque erreur pouvait coûter très cher. Constant, lorsqu'il arrive pour la première fois à Canton en 1779, n'est qu'un adolescent. Il n'a ni fortune personnelle, ni expérience solide. Son premier défi est donc celui du capital. À l'époque, tout négociant devait constituer une pacotille, un petit fonds propre investi dans des marchandises revendues pour son compte. C'était, si vous voulez, la première marche vers l'indépendance financière. Mais sans argent, impossible. Alors, que fait Charles de Constant? Il sollicite sa famille, ses amis, ses correspondants en Europe. Ses lettres sont pleines de demandes pressantes. Par exemple, envoyez-moi quelques piastres, je vous rembourserai sur les bénéfices. On sent un homme obsédé par cette nécessité de constituer un pas de laine commercial. Une fois les fonds obtenus, restait à choisir les bons produits. Et là, Constant fait preuve d'une méthode remarquable. Il tient des listes de prix, compile des inventaires, note tout. Très vite, il comprend les grandes règles du marché. L'Europe envoie surtout de l'argent, les fameuses piastres espagnoles et quelques produits manufacturés, par exemple comme draps de laine, plomb, objets de luxe. En échange, on rapporte du thé, mais aussi de la soie, de la porcelaine et ces tissus de coton appelés nankin. La négociation avec les marchands du Conghong, c'est les marchands chinois qui ont le droit spécial pour faire des commerces avec les étrangers. C'est une véritable école. Constant apprend à la dure que dans ce système, il faut savoir attendre. Les journées commencent souvent par du thé, des politesses, de longues discussions sans substance. Le véritable sujet, le prix, n'apparaît qu'après des heures de patience. Constant s'y plie et peu à peu, il excelle. Il noue des relations de confiance, notamment avec le marchand comme Pan Qiguan, figure influente du Conghong. Grâce à lui, il obtient parfois de meilleures conditions, ce qui n'était pas donné à tous. Mais il découvre aussi l'importance des gâteaux. Dans ses notes, dans ses journaux, il écrit très clairement ce que nous appellerons aujourd'hui des pots de vin. Une caisse de vin, une montre, parfois une bourse d'argent.
ces gestes, loin d'être exceptionnels, faisaient partie du code implicite des affaires. Constant n'en s'en offusque pas trop. Il les considère comme un coût nécessaire et surtout il comprend vite que l'on ne peut pas se contenter d'être un simple employé d'une compagnie européenne pour faire fortune. Il faut devenir un entrepreneur privé. C'est pourquoi il associait avec d'autres négociants français comme Jean-Baptiste Biron pour monter des opérations parallèles. Il vit donc dans un équilibre permanent, officier d'une compagnie, mais aussi homme d'affaires autonome, tirant profit des interstices du système. Venons maintenant à une autre question. Comment Charles de Constant interagissait-il avec les autorités chinoises? Oui, il faut se rappeler que pour un Européen du XVIIIe siècle, les mandarins étaient une forteresse inaccessible. Oui. Aucun étranger ne pouvait s'adresser directement au Hubu. Hubu, oui, ça c'est le superintendant des douanes de canton, ni au gouverneur de canton. Oui, tout passait par les marchands du Conghong qui jouaient à la fois les interprètes, les garants et les filtres. Oui, Constant apprend donc à manœuvrer dans ce labyrinthe bureaucratique. Les autorisations appelées shop, oui, c'est un permis officiel, oui, sont nécessaires pour tout. Décharger une cargaison, transporter des marchandises, même réparer un navire. Mais ces permis officiels n'étaient que la partie visible. En réalité, une multiple de taxes informelles, d'extorsions déguisées ralentissaient le commerce. Constant s'en plaint, mais il s'y adapte. Son attitude, c'est comment une stratégie en deux temps. Tout d'abord, respecter scrupuleusement les règles. Il savait que le moindre faux pas pouvait entraîner des sanctions collectives. Si un Européen commettait une faute, c'est toute la communauté européenne qui pouvait être punie. Mais ensuite, il savait aussi utiliser la deuxième arme, l'argent. Oui, dans ses notes, il raconte ces moments où un cadeau bien placé pouvait débloquer une situation paralysée. Il avait compris que dans ce système, la patience et la générosité calculée étaient plus efficaces que la confrontation. Oui, c'est alors des crises que cette leçon s'est gravée en lui. Prenons l'exemple fameux de l'affaire du Lady Hugues. Oui, Lady Hugues. C'est en 1784. Un tir accidentel d'un canonnier britannique tue un Chinois. Les autorités chinoises exigent la remise du coupable. La communauté européenne hésite, débat, résiste un peu, mais au final, l'homme est livré et exécuté. Constant observe cette stratégie avec effroi et le comprend alors peut-être plus clairement que jamais la position de faiblesse absolue des étrangers. Leur présence est tolérée mais jamais garantie. Et à tout moment, le pouvoir chinois peut rappeler qui commande. La leçon qu'il en tire est claire. Inutile de jouer au plus fort. La survie du commerce repose sur la soumission apparente, sur l'art de plier pour continuer à exister. Constant n'était pas naïf, il savait que la balance du pouvoir penchait largement du côté des mandarins, mais il transformait cette contrainte en règle pratique, un code de survie. Ouais. À ce stade, vous pourrez me dire, très bien, Constant était un marchand pragmatique, mais qu'a-t-il fait de son intelligence d'observateur? Eh bien, c'est là que son originalité éclate, car Charles de Constant n'était pas qu'un négociant, il était aussi un observateur insatiable, presque un ethnographe avant l'heure. Confiné dans son enclave,
il transforme sa frustration en projet intellectuel. Il documente tout ce qu'il peut sur la société chinoise de l'époque. Il tient des journaux détaillés où il consigne tout, ses transactions, mais aussi les anecdotes de la vie quotidienne, les coutumes, les rumeurs, mais il va plus loin. Il met en place un véritable système de fiches thématiques, une sur le gouvernement, une sur la justice, une autre sur la religion, une autre encore sur les arts. Il classe, compare, résume. On voit là l'esprit des Lumières, la volonté de cataloguer le monde. Et qu'est-ce que ces sources? Tout d'abord, ses propres observations, limitées mais précises. Ensuite, son entourage immédiat, les interprètes, les domestiques, dont le fidèle Achio, qui lui décrit le quotidien du peuple. Mais Constant ne se contente pas de ce cercle proche. Il va chercher des témoignages extérieurs. Le père de Cramon, jésuite français de la cour de Pékin, lui donne un aperçu d'une autre Chine policée, raffinée, celle des lettrés. Mais en 1786, Monseigneur de Saint-Martin, missionnaire, rescapé des prisons du Sichuan, lui raconte une toute autre Chine, celle des campagnes brutales, des persécutions religieuses et de la dureté provinciale. Et là, Constant a une institution remarquable. Plutôt que de choisir entre les deux récits, il les confronte. Il comprend qu'il n'existe pas une Chine, mais des réalités multiples. Il écrit la vérité se trouve dans la comparaison. Cette méthode critique qui contraste fortement avec la naïveté des philosophes européens fait de lui un précurseur d'une approche plus réaliste et nuancée. Il rédige même des mémoires de synthèse où il tente de mettre de l'ordre dans tout cela. Ce sont de véritables esquisses d'ouvrages d'analyse sociale sur la Chine, où il tresse le tableau d'un empire à la fois fascinant et inquiétant, riche et contraignant. Oui, reste une question essentielle. Comment Charles de Constant a-t-il compris ou cru comprendre la culture chinoise? Il arrive en Chine pétri des idées de Voltaire, de Raynal, un empire vertueux, un modèle de gouvernement éclairé. Sa première réaction est la déception. Il voit la corruption, la brutalité des châtiments, la misère. Il parle d'une société sans morale, obsédée par le profit. Mais c'est là sa force. Il ne s'arrête pas à ce jugement hâtif. Il cherche des explications. Pourquoi tant de corruption? Parce que les fonctionnaires mal payés subissent une pression énorme et doivent survivre. Pourquoi tant de vols? Parce que la pauvreté est extrême. Il commence donc à analyser la société chinoise avec une grille causale, presque sociologique. Il développe aussi une admiration sincère pour certains aspects. Il respecte la patience des artisans, l'ingéniosité des marchands, l'esthétique des jardins. Il reconnaît la grandeur de certaines traditions, mais il reste un homme des Lumières. Pour lui, la Chine manque de liberté, de progrès scientifique. Il reste prisonnière de superstition. Il juge la langue trop illogique, incapable de véhiculer la pensée abstraite. Bref, sa vision reste ambivalente. Oui, d'un côté, il est l'un des premiers Européens à produire une analyse aussi riche, fondée sur des observations réelles. De l'autre, il reste prisonnier de son cadre mental européen, oui, convaincu de la supériorité de sa propre civilisation européenne. Et c'est justement cette ambivalence qui fait la valeur de son œuvre, car elle reflète non seulement
les limites d'un individu, mais celles d'une époque. Constant a ouvert la voie à une approche plus réaliste de la Chine. Mais il n'a pas pu franchir le dernier pas, considérer la Chine pour elle-même, sans miroir déformant. Oui. Mesdames, Messieurs, l'expérience de Charles de Constant à Canton est celle d'un apprentissage intégral. Il a été à la fois négociant, pragmatique, diplomate concret, observateur méthodique et analyste critique. Il a appris à survivre dans les réseaux enchevêtrés du commerce, de la culture et du pouvoir. Son témoignage nous montre combien la rencontre sino-européenne du XVIIIe siècle fut un mélange d'opportunités et de désillusions, de fascination et de rejet. Et par son regard à la fois curieux et critique, Constant nous a laissé une œuvre qui nous éclaire encore aujourd'hui sur la difficulté de comprendre l'autre et sur les racines profondes des relations complexes entre la Chine et l'Occident. Oui. Mesdames, Messieurs, entrons maintenant dans un premier volet fondamental de l'expérience de Charles de Constant, le commerce. Car n'oublions pas que derrière l'observateur attentif et l'écrivain méticuleux, il y avait avant tout un négociant plongé dans le tumulte du système du Conghong à Canton. Quand Charles arrive en Chine, il n'est pas seul, il représente une entreprise européenne. Il travaille tout d'abord pour la compagnie impériale d'Orient, dite autrichienne, puis après son échec pour la dernière compagnie française des Indes orientales. Cela signifiait qu'il entre directement dans l'un des réseaux commerciaux les plus complexes du XVIIIe siècle, dominé par une poignée de marchands chinois agréés, les fameux Hong. Oui. Imaginez-vous un club extrêmement fermé qui contrôle l'accès au marché chinois, qui fixe les prix, qui encadre chaque transaction. C'est dans ce cadre que Charles de Constant doit manœuvrer. Et ces archives sont précieuses pour comprendre ce monde-là. Nous disposons, grâce à ces mémoires et correspondances, de descriptions très concrètes de la manière dont une cargaison était négociée, du rôle de l'interprète, des avances qu'il fallait consentir, des cadeaux destinés à huiler la machine administrative. On découvre par exemple qu'un simple déchargement de navires pouvait durer des semaines, parfois des mois, tant les inspections et les vérifications se multipliaient. Charles de Constant raconte les tensions liées aux droits de douane, aux taxes arbitraires, aux risques de corruption, mais aussi aux caprices des saisons et aux inondations qui pouvaient bloquer les jonques sur la rivière des Perles. Un autre élément frappant est la manière dont il décrit la vulnérabilité du négociant européen. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il n'est pas en position de force. Le marché est contrairement structuré pour protéger l'Empire chinois. Les Européens doivent s'adapter, s'entêter parfois, patienter souvent. Charles insiste sur ce déséquilibre. Nous étions à le remercier, écrit-il en substance. Ce qui transparent dans ses notes, c'est d'une sorte de lucidité. Il comprend que le rêve de l'Eldorado chinois se heurte à une réalité beaucoup plus rugueuse. Mais il y a aussi des moments de succès. Charles de Constant raconte les profits réalisés quand la soie ou le thé étaient particulièrement demandés en Europe. Il détaille les calculs des marges, les fluctuations du marché de l'argent, métal indispensable pour commercer en Chine. Ces mémoires deviennent alors une véritable leçon de commerce appliqué, presque un manuel pratique. Comme il n'avait d'ailleurs conçu lui-même, il ne voulait pas seulement témoigner
de son avantage personnel. Il voulait fournir une sorte de guide, une cartographie du comment faire des affaires à Canton. Et c'est là que réside l'intérêt majeur pour nous, historiens. Ces papiers ne sont pas de simples souvenirs, ce sont des outils de travail, pensés comme tels, comme l'ont montré les travaux de Louis Terminier ou de Marie Sébier de Vienne, mais aussi de Philippe de Vargas. Ces écrits rassemblent des anecdotes, des chiffres, des observations que l'on ne trouve pas ailleurs. Ils offrent une vision concrète de la pratique commerciale loin des grands récits abstraits. Oui, alors, Charles de Constant, par son commerce, par ses notes minutieuses, nous donne accès à la mécanique intime du système de Canton, et c'est cette mécanique, parfois crainçante, parfois prospère, qui éclaire la place des Européens dans la Chine du XVIIIe siècle. Mesdames, Messieurs, après le commerce, parlons maintenant d'un autre aspect central de l'expérience de Charles de Constant, ses rapports avec l'administration chinoise, ce que lui-même désigne par le mot en chinois Guanfu, le gouvernement chinois. À Canton, rien ne se faisait sans l'intervention des autorités. Chaque transaction, chaque mouvement de marchandises, chaque permission de séjour passait par des couches administratives multiples. Le gouverneur de canton, les magistrats locaux, les officiers du port de Constant le décrit avec beaucoup de précision. Un négociant européen devait toujours avoir en tête cette pyramide d'intermédiaires qui pouvait à la fois faciliter ou bloquer toute activité. Il raconte par exemple que pour obtenir la simple autorisation de débarquer une cargaison, il fallait multiplier les démarches, parfois attendre des semaines, et surtout, il fallait savoir donner les présents attendus, cadeaux officiels, mais aussi pots de vin déguisés. Ce système de gratification était intégré à la pratique administrative. Une anecdote célèbre tirée de ces papiers illustre bien la situation. Un navire européen avait connu des retards et le mandarin local exigeait une taxe supplémentaire pour trouble à l'ordre. Charles de Constant raconte la tension. Fallait-il payer immédiatement pour éviter le blocage? Oui, ou protester au risque d'aggraver la situation. Finalement, il opte pour la diplomatie. Un banquet, des présents, une longue discussion à travers l'interprète. L'affaire se règle, mais non sans coup. Dans une autre note, il explique que les Européens devaient se soumettre à des inspections, fouiller des cargaisons, vérification des cabines, contrôle de la correspondance. Ce contrôle permanent visait à rappeler que même à Canton, les étrangers restaient tolérés mais surveillés. Ce qui frappe, c'est la lucidité avec laquelle De Constant interprète ces pratiques. Il ne les réduit pas simplement à de la corruption pour lui. Elles expriment une logique impériale. La Chine veut garder la main, contrôler l'étranger, maintenir sa souveraineté symbolique. Les taxes arbitraires, les procédures interminables ne sont pas seulement des obstacles, ce sont aussi des outils politiques. Il note aussi l'étranger n'est jamais maître, il n'est que toléré. Une phrase qui résume toute sa perception. Au final, ces écrits montrent que la réussite d'un négociant dépendait moins de son capital financier que de sa capacité à naviguer dans les codes de l'administration chinoise. Connaître les bons intermédiaires, anticiper les attentes des mandarins,
accepter la lenteur des procédures. Voilà la véritable compétence d'un commerçant à Canton. Et pour nous, historiens, cette partie de ces archives est d'une valeur inestimable, car elle met en lumière la manière dont l'État impérial chinois, à travers ses fonctionnaires, réussissait à encadrer la mondialisation commerciale du XVIIIe siècle. Mesdames, Messieurs, après le commerce et l'administration, entrons maintenant dans un autre univers, le regard social de Charles de Constant sur la Chine du XVIIIe siècle. Ici, 6 notes deviennent presque des scènes de vie pleines de détails concrets, parfois amusants, parfois critiques. De Constant est frappé tout d'abord par la densité et l'agitation. Dans ses journaux, il décrit les rues étroites où se pressent marchands ambulants, artisans, porteurs d'eau, enfants bruyants. Il parle d'un tumulte incessant qui contraste avec l'ordre plus feutré des salons européens. Ce qui l'étonne, c'est la spécialisation extrême. Chaque rue a dédié à un métier. Ici, les vanniers, là, les marchands de soie, plus loin, les fanciers. Pour lui, c'est une ville qui fonctionne comme une horloge, réglée par des codes tacites. Dans ses notes, il s'attarde sur les cérémonies publiques. Un jour, il assiste à une procession funéraire. Il en est bouleversé. La musique assourdissante, les bannières colorées, la foule en deuil mais animée. Il écrit que la mort en Chine n'est pas silence mais théâtre. De même, il raconte des mariages où l'écart des couleurs, les repas fastueux et la hiérarchie des places révèlent une société où le rang social s'affiche à chaque instant. Il observe aussi la place de la famille, le respect envers les anciens, les gestes de soumission, la piété filiale. Pour un Européen du XVIIIe siècle, cette intensité du respect filial est à la fois fascinante et déroutante. De Constant insiste sur la rigidité des hiérarchies. Les mandarins reconnaissables à leur costume et insignes imposent le respect partout. Les lettrés, même modestes, bénéficiaient d'un prestige supérieur aux riches marchands. Cela le surprend. Lui, un négociant habitué à voir la richesse primée. Il note ici l'encre du lettre vaut plus que l'or du marchand. Oui, une formule qui résume bien le contraste entre valeurs chinoises et européennes. Il remarque aussi la condition des femmes, peu visibles dans l'espace public. Elles paraissent surtout lors de cérémonies familiales. Il décrit avec curiosité les pieds bandés de certaines jeunes femmes, une pratique qui l'intrigue et qu'il juge à la fois esthétique et cruelle. Ce qui ressort, ce que De Constant ne se contente pas de juger. Il essayait de comprendre derrière ces critiques, on sent une véritable fascination. La société chinoise lui apparaît comme un monde où chaque geste, chaque rituel, chaque objet est porteur de sens. Il conclut à plusieurs reprises que pour réussir à Canton, il ne suffisait pas de comprendre les règles du commerce ou de l'administration. Il fallait aussi décoder les codes sociaux, savoir quand s'incline, quand offrir un cadeau, comment parler à un lettré ou à un marchand. Oui, quand Charles de Constant parle de la Chine, il ne s'arrête pas seulement au commerce, à l'administration ou aux mœurs sociales. Il est aussi fasciné par la dimension culturelle du pays. On sent dans ses notes qu'il a envie de comprendre
non seulement ce que les Chinois font, mais aussi comment ils pensent et comment ils expriment leur savoir. Et là, ils se retrouvent souvent partagés entre admission, étonnement et parfois même frustration. Tout d'abord, ils s'intéressent beaucoup aux arts visuels et à l'art d'artisanat. Ils notent la finesse des porcelaines, la précision de la laque, la virtuosité des peintres de soie. Pour lui, ce sont des objets qui témoignent d'une longue tradition, d'une patience incroyable et d'un sens esthétique très différent de celui de l'Europe. Il raconte par exemple comment un simple pinceau de calligraphe devient un instrument de méditation presque sacré, alors que pour un Européen, ce n'est qu'un outil. Dans les marchés de Canton, il observe les étals remplis de rouleaux peints, de gravures. Il se dit que l'art circule là-bas comme un élément du quotidien, pas comme un privilège des élites. Ensuite, il s'ouvre à ce qu'on pourrait appeler les savoirs savants. Il lit par l'intermédiaire des lettrés qui lui traduisent des passages, des extraits des classiques confuciens. Il remarque que la culture chinoise est profondément structurée par une philosophie morale et politique, où l'ordre social est toujours mis en avant. Et il est frappé par la place énorme que prend l'éducation. Oui, pour un Européen du XVIIIe siècle, voir des familles modestes investir dans l'apprentissage des caractères, c'est surprenant. Oui, il comprend peu à peu que l'écriture est le ciment de la civilisation chinoise, mais en même temps, De Constant sent aussi une distance intellectuelle. Il admire les lettrés, mais il trouve leur raisonnement parfois circulaire, trop attaché à la tradition. Il compare cela à l'Europe des Lumières, où l'expérimentation et la science sont valorisées. Chez les Chinois, pense-t-il, il y a plus de respect pour le passé que de curiosité pour l'inconnu. Cela lui inspire une réflexion plus large. Une civilisation peut être brillante et raffinée, mais aussi figée dans ses propres schémas. Un autre point marquant, ce sont les échanges intellectuels. De Constant essayait à sa manière de dialoguer. Il parle astronomie, médecine, agriculture avec les savants chinois qu'il croise. Et parfois, il constate qu'il y a des connaissances partagées. Par exemple, les cycles lunaires sont observés avec une rigueur étonnante. Mais il s'aperçoit aussi que la médecine chinoise repose sur des principes qu'il ne peut pas vraiment comprendre. Par exemple, le yin, le yang, les méridiens. Il ne les rejette pas complètement, mais il reste sceptique. Enfin, ce qui ressort de ces notes, c'est d'une forme de respect mêlé de distance. Il sait qu'il est étranger, il sait qu'il ne pourra jamais vraiment pénétrer ce monde culturel, mais il incarne une curiosité sincère. Pour lui, la Chine, c'est à la fois un miroir et un contrepoint de l'Europe, un espace où l'art, le savoir et la tradition se sont développés autrement et qui oblige l'Européen à réfléchir sur ses propres certitudes. Mesdames, Messieurs, arrivés au terme de ce parcours, aux côtés de Charles de Constant, une question s'impose. Qu'est-ce que son expérience nous dit, non seulement de la Chine du XVIIIe siècle, mais aussi de notre monde d'aujourd'hui? Charles de Constant, vous l'avez compris, incarne à merveille ce type de négociant que l'Europe envoie en Chine au XVIIIe siècle,
D'un côté, c'est un homme d'affaires. Il calcule, il négocie, il pèse le risque et le profit. De l'autre, il est aussi curieux. Il prend des notes, il observe les mœurs, il croque des scènes de vie quotidienne. C'est un marchand, mais pas seulement. Oui, c'est aussi un témoin culturel, parfois malgré lui. Ce double visage est essentiel. Le commerce, la curiosité savante ne sont pas séparés. Ils sont imprégnés. Oui, quand il décrit un objet exotique, ce n'est pas seulement l'érudit qui s'exprime, c'est aussi l'homme d'affaires qui y voit une opportunité. Et quand il négocie avec les marchands du Conghong, il doit mobiliser des talents de diplomate improvisés, jouer sur les mots, sur les gestes, sur la patience, bref, un profil qui combine rationalité économique et diplomatie de terrain. Oui. L'expérience de Charles de Constant éclaire 3 dimensions fondamentales, je pense. Tout d'abord, le fonctionnement du commerce sous le Conghong. Oui. Tout passe par des intermédiaires agréés, par une régulation étroite qui garantit à la fois l'ordre et le contrôle. Le négociant européen ne choisit pas librement son partenaire. Il s'inscrit dans un système hiérarchisé, codifié, dont il doit apprendre les règles. Ensuite, la fragilité de la présence européenne. Les Européens à Canton et à Macao ne sont pas jamais installés définitivement. Ils sont tolérés, contrôlés, rappelés à l'ordre dès qu'ils franchissent la limite. Constant l'expérimente, son espace est réduit, son temps de séjour borné et ses déplacements surveillés. C'est d'une expérience de dépendance et de vulnérabilité. Enfin, l'amorce des tensions futures. En observant les frustrations, les blocages, les malentendus culturels et économiques, on devine déjà les germes de ce qui conduira quelques décennies plus tard aux guerres de l'opium. Oui, Constant n'en a évidemment pas conscience, mais ces notes révèlent déjà l'écart de perception entre Européens et Chinois et le ressentiment latent des deux côtés. Ouais. Et alors, quelle résonance cette histoire a-t-elle pour nous aujourd'hui? Eh bien, elle est multiple. Tout d'abord, pour les Français, ou plus largement les Européens installés en Chine, beaucoup vivent à Shanghai comme vous, qui est en quelque sorte l'héritière moderne de Canton et de Macao. Certes, les conditions ont radicalement changé. On n'est plus dans un système fermé de Conghong. On est dans une économie mondialisée. Shanghai est une métropole internationale, mais il reste cette conscience d'être accueilli, toléré, intégré dans un cadre dont les règles sont fixées par la Chine. Et autrement dit, l'expérience de Constant nous rappelle que la présence étrangère en Chine n'est jamais évidente, qu'elle suppose toujours un effort d'adaptation, de respect des normes locales, de négociation permanente. À l'inverse, pour les Chinois qui interagissent aujourd'hui avec l'Europe, il y a une leçon symétrique. Constant est ce marchand qui regarde la Chine avec un mélange de fascination, d'intérêt, mais qui reste centré sur ses propres bénéfices. Beaucoup de Chinois aujourd'hui sentent peut-être encore ce décalage, être admirés pour leur culture, mais aussi soupçonnés d'être uniquement des partenaires économiques. L'expérience de Constant, replacée dans le temps long, montre qu'il y a toujours eu cette tension entre la curiosité sincère et l'intérêt matériel. Comprendre cela, c'est peut-être aussi désamorcer certains malentendus actuels. Au fond, ce que nous dit Charles de Constant, c'est que l'histoire des échanges entre l'Europe et la Chine est faite d'équilibres précaires, des équilibres entre la curiosité et le profit, entre l'admiration
et la méfiance, entre la tolérance et la fermeture. Et ces équilibres sont toujours fragiles. En relisant ces notes, en retraçant son itinéraire à Canton et à Macao, nous prenons conscience d'une continuité. Les questions de pouvoir, de respect mutuel, d'adaptation culturelle traversent les siècles. Alors, peut-être que la leçon ultime, c'est celle-ci, apprendre à habiter la frontière constante, la vécue au quotidien. Frontière entre deux systèmes économiques, entre deux cultures, entre deux visions du monde. Nous aussi, aujourd'hui, dans nos relations internationales, nous avons à habiter cette frontière, non pas pour la franchir de force, mais pour la traverser avec intelligence, avec tact, avec respect. Je vous remercie de votre attention. Est-ce qu'on a des questions? Philippe, je te donne le micro pour qu'on puisse enregistrer ta question. En fait, j'en ai trois. Alors, je sais pas si si on va faire les trois. La première, c'est d'où proviennent les illustrations qu'on a vues tout au long de la présentation. Combien de? Les photos, les images qu'on a vues, elles viennent d'où? Sur Internet, les archives, non, la bibliothèque de Genève. Hein. Oui. Oui, Donc c'est comme ça. Et certaines images fabriquées par ChatGPT. Ouais. Voilà. Oui, ça c'est plus facile. Oui, c'est parce qu'à l'époque, il n'y a pas de photos. Hein. Oui. Okay. La seconde, c'est, je m'adresse aux spécialistes de l'environnement urbain. Oui. On commence par dire que les factories étaient une prison dorée, mais on s'aperçoit que donc il sortait puisqu'il observait les mœurs de la Chine aux alentours de Canton. Donc il n'avait pas le droit de rentrer dans la ville murée. Non. Mais il avait le droit de sortir des factoreries. Et donc, quel espace urbain fréquentait-il? Espace urbain. Où faisait-il ses observations? Oui, à Canton, oui, les commerçants étrangers sont interdits, oui, dans les quartiers réservés aux étrangers, oui, mais ce quartier, non, mais, oui, il y a aussi des Chinois dans ce quartier, oui. Ces observations sur la ville de Canton, c'est, je pense que uniquement, uniquement dans ce quartier, oui, mais pas en dehors des quartiers réservés aux étrangers. D'accord. Oui. Ces opérations sur un quartier très limité, mais il y a aussi des Chinois, oui, les domestiques, les interprètes et les commerçants chinois à créer, oui. Et oui, de plus, à Macao, oui, il y a beaucoup plus de liberté pour les Européens. Oui, oui, dans un sens, les observations de Charles de Constant, c'est limité. Oui, c'est pas une image de la Chine globale. Oui, je pense. Oui, mais oui, et ces ces observations viennent de ces informateurs. Comme des missionnaires que je parlais tout à l'heure, comme un jésuite, il s'appelle Cramon, de la cour impériale de Pékin, et un missionnaire, il s'appelle Monseigneur Saint-Martin, Saint-Martin, il vivait dans la province de Sichuan et il est enfermé dans la prison chinoise. Oui, c'est ça. Du coup, ces observations, pas uniquement, pas uniquement direct, devient son expérience.
oui, c'est ça. Ouais. J'ai le droit à la troisième? Très bien. Ok. La troisième, on a vu que côté chinois, c'est partenaire, mais qui étaient ces partenaires dans le négoce côté européen? C'est-à-dire à qui revendait-il les produits chinois ou à qui achetait-il ces produits européens? Son partenaire chinois, Non, européen. de l'autre côté. Puisqu'il revendait le thé ou la porcelaine ou oui. voilà. À qui Oui, à qui vendait-il? les compagnies des Indes orientales. Oui, c'est la compagnie qui se chargeait des affaires, entre la Chine et l'Europe. Oui, oui, la première c'est la compagnie des Indes orientales de britannique. Oui, et puis après c'est VOC. Hollandais, oui, c'est ça. Et Charles de Constant, il a été nommé le directeur du comptoir français. Oui, c'est ça, à Canton. Oui, c'est ça. Il est le responsable. Premièrement, il est un commerçant de la compagnie d'Ostende. Oui, et puis après, il est nommé le directeur de la compagnie des Indes orientales français. Français. Merci. Oui, je vous en prie. D'autres questions? Je m'arrêterai à 30. On va continuer après. Très rapidement, mais vous aviez presque répondu, je pense. J'étais curieux de savoir si finalement, parce qu'il partait pour ça, est-ce qu'il a fait fortune? Non, pas beaucoup. Pas beaucoup. Oui. Pas beaucoup. C'est fortune, oui, Charles de Constant, oui, il représente une entreprise. Oui. Il a essayé de faire des commerces pour ses propres. Ouais. Non. Pour ses, oui. Pour son pour compte. lui-même, Pour son oui. compte. Mais pas beaucoup. Hein. Oui. Et après son séjour de la Chine, il a fait un voyage autour de l'Europe. Et puis après, il a en faillite. Il était en faillite. Oui, en faillite. Oui, c'est ça. Sans succès. Oui. Tu veux pas faire des comparaisons avec aujourd'hui? Voilà. Bon, bah oui, il devait y avoir des choses comme ça aussi. D'autres questions? Pas de questions, on va continuer ensuite autour du petit cocktail qu'on va organiser. Juste avant, question-réponse, c'est là où on est. Juste nos communications internes avant qu'on puisse manger ce qui est dans le frigo. Thierry, merci. Pour vous parler de nos dernières publications, donc on a dernièrement quelques articles, dont un très bien sur l'église de Weizhou qui a été rédigé par quelqu'un qui est dans la salle. On en a d'autres sur des choses un peu plus liées avec l'actualité, on va dire. On parle toujours de la concession française. Écoutez notre dernier podcast où on parle de Teilhard de Chardin avec Michel Chapdelaine, c'est elle qui nous fait nos podcasts. Et le prochain podcast qui sera pour le mois d'octobre, on va parler de la fameuse guerre franco-chinoise. Donc on est dans les années 1880 et quelques, avec un élève de Xavier Paulès d'ailleurs, encore une fois. Ça c'est prévu pour la mi-octobre. Alors, à venir, important, on a pour l'instant, on a cette visite de Clarisse que vous connaissez, de l'ancienne concession française. Donc allez-y, c'est le 19 octobre, un dimanche matin. Et on aura peut-être une autre conférence qui s'intégrera au milieu, au mois d'octobre, on n'est pas encore tout à fait sûr. Mais au mois de novembre, c'est sûr. On aura une chinoise et un français, donc Zhang Wenjie et Alexandre Richard, qui vont nous parler de l'histoire de la pensée économique chinoise. C'est un ouvrage qui va sortir à ce moment-là. Et comme on parle d'économie, on va le faire à la Chambre de commerce française dans les nouveaux locaux qui devraient être livrés d'ici peu. Donc voilà les prochains rendez-vous de la Société d'Histoire. N'oubliez pas de nous suivre
nos milliers de réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, etc. Tout ce que vous voulez, les podcasts. Et bien évidemment, vous pouvez scanner, ça c'est WeChat. Je sais pas ce que c'est. Après, c'est podcast. Mais oui, bah oui, on essaye. Là-bas, il y a 40 personnes qui nous suivent. Bon, bref, maintenant c'est l'heure de manger et de boire. Merci à tous et à la prochaine. À la prochaine.